Une BD qui a beaucoup de couleurs, c'est ce qui va captiver d'abord mon attention. C'est vraiment la littérature par l'illustration. Ça me permet d'accroître mon imagination. C'est une introduction à la lecture. La manière de lire les BD est, je trouve, relativement compliquée. Je suis plus intéressée les séries, films. Je lisais les BD parce que les personnages me plaisaient énormément. Ça fait rappeler mon enfance, tout ça. J'aime bien, ça fait passer le temps. Ça nous fait sortir du quotidien, de l'ordinaire. Je ne lis pas la BD. Moi, je découvre la culture réunionnaise à travers la BD locale. Une réaction en une phrase à ce qu'on vient d'entendre? On a encore beaucoup de... c'est extraordinaire de voir que la BD, c'est quand même quelque chose que les gens apprécient de manière positive. C'est vraiment quelque chose... je dirais pour moi, c'est un début à la lecture. Alors on va en parler parce que je vous demandais une réaction en une phrase, une introduction à la lecture. Bonjour à tous. Alors y a-t-il une culture de la bande dessinée outre-mer? Que disent nos auteurs de bande dessinée dans nos territoires? Est-ce que cette forme de littérature, comment elle a pris place dans nos maisons d'édition ultramarines et dans le cœur de nos lecteurs? Ce matin sur le plateau de Dieu m'est témoin, nous parlons, comme vous pouvez le constater, BD. Et je reçois avec beaucoup de plaisir Thierry Monnier, alias TM, le papa de Tiburce, un célèbre personnage connu évidemment par tous les Réunionnais. Et on va en parler. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter quand même rapidement. Vous êtes Réunionnais, vous avez fait des études de dessin en métropole, vous avez enseigné le dessin, puis vous êtes rentré à La Réunion en tant que prof de dessin. Vous avez commencé à dessiner des planches dans une revue dans les années 80, Le Cri du Margouillat, qui était un peu aussi un laboratoire pour tous les BDistes, jusqu'à ce que naisse ce fameux Tiburce, qui est un personnage, un petit garçon qui, avec sa bande de Dallons, donc ses copains du quartier, illustre un petit peu toutes les facettes des personnages de la société réunionnaise, qu'ils soient de différentes religions et de différentes origines. Comment est venu le déclic de faire de la bande dessinée chez vous? Alors ça remonte à très très longtemps, j'avais 9 ans. Je n'aimais pas lire du tout. Quand je dis lire des livres avec des mots, évidemment. Et j'aimais bien lire les bandes dessinées, comme beaucoup d'enfants. Et malheureusement, à La Réunion, à cette époque-là, on ne trouvait pas grand-chose. Donc moi, ce que j'avais sous la main, c'était Pif, Gadget, Spirou, mais de façon... voilà, et puis j'avais aussi des petits albums qui s'appellent les fumetti, donc qui sont noirs et blancs, avec beaucoup de pages. Et tout ça, ça ne me suffisait pas, en fait. Du coup, j'ai créé moi-même mes histoires pour moi. Donc le but, c'est de me faire lire, moi, en fait. Je m'inventais mes propres histoires. Et mes parents m'encourageaient, en me disant c'est intéressant, etc. Donc j'ai montré à des amis qui m'ont aussi encouragé. Et puis c'est devenu de plus en plus sérieux, en fait, voilà, jusqu'à ce que je tombe sur Le Cri du Margouillat. Une revue, on reparlera du Cri du Margouillat qui a permis à de nombreux BDistes comme vous de faire des carrières ensuite solo. Puisque nous sommes regardés partout dans nos outre-mer et qu'il n'y en a pas beaucoup qui, forcément, ont peut-être eu la chance de lire Tiburce, qui est quand même maintenant de plus en plus connu. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce personnage et sa bande de copains? Est-ce que c'était une photographie de la société réunionnaise? Est-ce que c'était un moucatage, une critique piquante pour dénoncer telle ou telle chose, ou est-ce que c'était simplement du divertissement? Alors, au tout départ, c'était uniquement de la nostalgie, en fait, parce que je faisais à l'époque mes études en métropole, et quand j'ai appris que Le Cri du Margouillat apparaissait, donc c'était dans les années 88, je crois, 86-88, j'étais vert de rage parce que j'aurais voulu participer à cet événement-là, créer un journal de bande dessinée. Donc, et moi, de rage, de nostalgie, j'ai créé un personnage, donc, Tiburce, qui est moi, mais en petit, en fait. Donc, je suis parti de mes souvenirs à moi. Et puis, j'ai inventé plein de choses, mais il y a plein de choses qui datent de ma jeunesse, quoi. Voilà.
Et vous inspirez aussi de personnages de votre vie. Moi, je pense par exemple à votre grand-mère qui s'appelle dans la revue Mémé Florida, qu'on voit souvent invoquer Sainte-Expédite pour telle ou telle chose. Vous l'avez un peu romancé. Bien sûr, bien sûr. Comme en bande dessinée, on part de choses vraies, mais on extrapole, on modifie des choses, c'est comme ça que ça marche. Et pour tous mes albums, c'est la même chose. Mais par exemple, pour Mémé Florida, ma grand-mère s'appelait Flore et ne faisait pas de la magie. Mais par contre, il y avait Madame Isnelda qui existait aussi à l'époque. Et j'ai essayé de mélanger un peu tout ça pour donner une sorte de personnage un peu caricatural, quoi. Voilà. Et est-ce que c'était commun d'avoir des bandes dessinées créoles ? Ça, c'était un peu une révolution aussi. Tout à fait. Alors, par contre, je n'étais pas le premier. Il y a eu quand même des bandes dessinées avant moi dans les années 70 avec Marc Blanchet qui a fait quelques planches dans le journal de Lille en créole. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'écho à ça. Mais de la bande dessinée en créole, c'était effectivement avec Le Cri du Margouillat, c'était la première fois qu'on voyait ça, et c'était une ouverture extraordinaire sur la culture de la bande dessinée, quoi, à La Réunion. Alors justement, le Cri du Margouillat, vous en parlez, on va aller à La Réunion, où il y a eu, il y a quelques mois, une exposition à la maison, à la bibliothèque départementale de Potémont à Tiburce. Voilà, l'histoire de la BD réunionnaise, on en reparle tout de suite après. Je pense qu'il y a des choses à faire par rapport à l'arbre. Je voulais faire des croquis de l'arbre, si ça te tente, pour faire le passage, tu sais, quand ça se grossit, je pense que c'est intéressant. Macarozzi et Natacha Eloi, deux réunionnaises, travaillent sur une bande dessinée à 4 mains. Son titre, Voyage en Lémurie, un continent imaginaire. Peut-être qu'elle aurait un côté mystérieux qui serait l'ouverture vers la Lémurie, mais elle serait invisible. Enfin, la Lémurie serait cachée dans la nature, dans les fleurs. Comme beaucoup d'auteurs, elles trouvent leur inspiration dans le monde qui les entoure. Et La Réunion, pour elle, est un terrain de création particulier à travers son histoire et sa culture. Au lieu de se cristalliser sur les communautés ou sur les façons de vivre, on est en perpétuel mouvement, on est en perpétuelle création et recréation du lien, de l'autre, de tout ça. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui crée le mouvement de créatif. C'est parce que l'artiste aussi, il incarne tout ça. À La Réunion, la bande dessinée s'est popularisée grâce au Cri du Margouillat, une revue créée en 1986. Elle a permis de rassembler les BDistes. Apollo est un des membres fondateurs. Les jeunes auteurs peuvent compter sur son expérience. C'est plus une forme de fraternité, en fait, plutôt qu'autre chose. C'est pas, il n'y a pas des professeurs avec des élèves qui nous regardent en disant ça alors, avec la transmission, etc. Mais il y a une espèce comme ça de fraternité de dessin, si je puis dire, qui fait que l'histoire continue. Et donc le Margouillat est toujours le lieu où les auteurs de BD à La Réunion se retrouvent. On va dire 90% des gens qui veulent faire de la bande dessinée ou qui sont intéressés par la bande dessinée se retrouvent dans notre association et dans la revue. Grâce au Cri du Margouillat, j'ai appris à apprendre, j'ai appris à partager aussi. J'imagine que c'est beaucoup plus facile alors d'apprendre et de devenir auteur quand on a un environnement serein et intellectuel et sympathique. C'est de cet environnement riche et généreux qu'est née la bande dessinée de Macarozzi et Natacha Eloi. Elle a été sélectionnée par la bibliothèque départementale de La Réunion pour être exposée et éditée en 2020. Alors, t'en penses quoi ? Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup le rendu. J'avais même jamais remarqué cette portion de la planche où il y a le petit boucan, la petite case en tôle là, sous la varangue, mais vraiment créole déo. Dans cette salle d'exposition, leur planche côtoie celle des plus grands auteurs réunionnais. Et si le Cri du Margouillat a permis l'essor de la bande dessinée à La Réunion, son existence est bien plus ancienne et étroitement liée à son histoire. Cette lithographie, réalisée par Potémont en 1948, illustre l'abolition de l'esclavage sur l'île. On n'est pas encore dans la période où il y a des bulles, mais avec un texte également qui donne à l'image cette puissance qu'on connaît et qu'on rend à la bande dessinée, c'est-à-dire de pouvoir décrire des situations réelles, des faits de société, et de pouvoir les emmener soit vers un côté un peu fictif, imaginaire ou réaliste, pourquoi pas, en tout cas en ayant également un certain regard. Depuis ces illustrations, la bande dessinée à La Réunion s'est emparée de sujets sociétaux en adoptant un regard humoristique. Vous y étiez à cette exposition, puisque Tiburce était l'un des invités d'honneur. Tout à fait, oui, tout à fait.
On voit donc Apollo, qui est votre scénariste, dans le sujet. Juste pour revenir sur Le Cri du Margouillat, on ne peut pas imaginer un essor de la bande dessinée sans passer par une revue, une planche dans un journal. On pourrait, mais je pense que c'est quand même assez essentiel, parce que le Cri du Margouillat, c'était quand même une vitrine, un laboratoire déjà, une manière de présenter ces planches à un public. Alors, ce n'est pas un magazine professionnel dans la mesure où on ne paye pas les auteurs, mais c'est un laboratoire où les gens, des amateurs, peuvent commencer à faire des planches qui sont lues par un public et voir si ça fonctionne ou pas. Et sans ça, c'est un peu compliqué de vivre de la bande dessinée et de faire de la bande dessinée à La Réunion, je dirais. Comme un laboratoire, un test. Voilà. On a retrouvé des anciens numéros du Cri du Margouillat, c'était encore en francs à l'époque, 25 francs, et c'était évidemment en noir et blanc. Oui. Alors, on a eu plusieurs passages, des fois en couleur, des fois en version papier journal. Enfin, on a eu pas mal de formats différents selon l'époque. Voilà. Est-ce que c'était tout public? Parce qu'on a longtemps dit que les BD, c'était des histoires des oreilles, de métropolitains, et que avant que ça se généralise par la langue créole, notamment grâce à vous. Alors nous, on ne s'adressait pas à un public particulier, on essaye de... C'est surtout, comme je disais, comme moi, quand j'ai commencé la bande dessinée, j'ai commencé à faire des planches pour moi. Et je pense que tous les auteurs du Cri du Margouillat ont fait à peu près la même chose au début. Et je pense que c'est un peu naturel. C'est-à-dire, on raconte des histoires qu'on aimerait bien lire. Voilà. Et du coup, on ne s'adresse pas spécialement à un public, on s'adresse à soi-même. Après, avec de l'expérience, on commence à connaître le public à qui on s'adresse en particulier. Et à ce moment-là, on se formate pas, mais on trouve des façons de parler plus claires. Voilà. Donc on met ses tripes sur la table au début, puis ensuite, si ça, voilà, on s'ouvre un petit peu, au monde. Alors moi, je voudrais quand même après Tiburce, dont on a un petit peu parlé, il y a eu Malika Secousse qui vous a fait connaître. Il y a eu Zap Collège, donc une BD jeunesse qui a été aussi qui est parue chez Glénat, et puis d'abord dans le magazine Okapi du groupe Bayard, pour laquelle vous avez eu un prix au Festival d'Angoulême, le prix de la BD jeunesse. Oui. Donc vous êtes rentré dans la cour des grands, voire des très grands, parce que c'est quand même le festival professionnel de la bande dessinée. Et puis d'autant plus que ce prix-là, c'est un prix qui est décerné par les enfants qui lisent. Contrairement, c'est pas un jury en fait de professionnels. Donc c'est vraiment un résultat de lecture, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, vous aviez fait mouche, en tout cas, dans l'œil des ados, voilà, ou des pré-ados. J'ai parlé particulièrement à des ados qui ont reçu le message. Oui. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement de deux ouvrages qui sont un petit peu différents de Tiburce. Le plus récent, Chronique du Léopard, une fresque drôle et piquante que je vous recommande sur l'histoire de la politique réunionnaise. En tout cas, on y retrouve les grandes figures des hommes politiques qui ont marqué le département. Raymond Barre, l'ancien Premier ministre, les frères Vergès, et c'est vraiment très drôle. Enfin, au départ, c'était surtout une histoire d'adolescent qui passe de la jeunesse à l'âge adulte dans une période historique un peu compliquée, quoi, parce que ça se passe donc en 1942, donc la libération de la Réunion par les forces françaises libres. Et du coup, c'est un peu l'histoire de comment vivent ces enfants-là, ces jeunes adultes, comment ils franchissent le pas de l'adulte, en fait. Voilà. Dans une période trouble de guerre. Voilà. Ça a toujours été un petit peu votre principe de partir là de Tiburce ou là d'adolescent, du passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte? Parce que l'âge de l'adolescence et la préadolescence, pour moi, c'est un moment très important, et je pense que quelque part, j'y suis resté encore. Parce que c'est tout le temps là que je reviens, et je trouve que c'est la période la plus intéressante, parce qu'on découvre des choses, on découvre plein de choses. Et puis voilà, c'est une source de richesse, et puis il se passe plein de choses à l'adolescence. Je ne dis pas qu'à l'âge adulte il ne se passe rien, mais adolescence, devant nous, c'est le champ libre, quoi. Voilà. C'est le champ où tout est possible. Voilà. Et alors, quartier western, alors celui-là, il faut absolument qu'on en parle, parce que vous réglez un peu vos comptes.
notamment avec l'Église. Avec le catéchisme. Avec le catéchisme, voilà. Donc, adieu, mettez-moi, on parle de tout, évidemment. Heureusement, je m'adresse à tous les catéchistes qui nous regardent, on ne fait plus le caté comme on le faisait à La Réunion dans les années 70, enfin j'espère. Là, vous avez choisi des personnages sous forme d'animaux. Oui. Alors parce que, d'une part, ça partait d'une envie, j'avais envie de dessiner des animaux, après avoir dessiné beaucoup de personnes, des humains, j'avais envie de dessiner des animaux parce que j'avais fait une petite histoire dans le Cri du Margouillat avec des personnages avec des têtes d'animaux et ça m'avait bien plu. Voilà. Et d'autre part, je trouvais que les animaux, avec le physique des animaux, on a tout de suite une idée du caractère du personnage, immédiatement. Voilà. Et selon ce que c'est comme animal, on va se dire celui-là il est méchant, il est gentil, il est plutôt naïf. Voilà. Alors je mets mes lunettes. Le cabri par exemple, le cabri qu'est-ce qu'il représente? Parce que là c'est forcément le curé de la paroisse, de votre paroisse de Saint-Jacques. Oui, tout à fait. Alors le cabri pour moi c'est un animal qui est assez nerveux. Assez nerveux et assez. Je vais le montrer à la caméra d'Éric. Là, on voit. Je dirais pas violent, mais assez. Oui, si violent quand même. Violent. Assez dur. Oui, c'est dur, oui. Ouais, assez franc. Voilà. Parce que j'ai passé un catéchisme un peu compliqué, on va dire, à Saint-Jacques. Et pour moi, c'était tout le temps c'était un moment très très dur, vraiment. Le mercredi matin pour y aller, c'était. C'était vraiment très compliqué et du coup y aller et puis faire ce genre de choses, enfin assister à ça, voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Ouais, du coup. Et là, on voit bien, enfin dans cette planche-là, agneau de Dieu. Enfin voilà, on voit tous vos souvenirs ressortir. On chantait beaucoup, on chantait énormément. Un peu trop. C'était un peu trop, je dirais. Voilà. Et voilà, et donc quartier western, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup ri. Alors il faut quand même connaître un peu la Réunion pour rire 2 fois plus et parler le créole aussi, voilà. Parce que c'est vraiment... Et puis c'est aussi pour moi, c'était un défi parce que je voulais expérimenter une façon de raconter où c'est la même scène qui est vécue par différentes personnes en fait, voilà, c'est ce que je voulais utiliser. Donc le quartier de Saint-Jacques à Saint-Denis, avec des personnages non pas de fiction, hein, le prêtre, le curé de l'époque, le père Grenade-Berger, T14 qui était une SDF dans les rues de Saint-Denis qui était connue par tous les Dionysiens. Enfin, c'est aussi une immersion dans des souvenirs d'enfance. Moi, ça m'a rappelé vraiment l'époque où je vivais à Saint-Denis. C'est vraiment très très bien relaté. On va faire un saut dans le Pacifique pour aller aussi parler d'autres auteurs de bande dessinée. On va se connecter tout de suite avec Nouméa où nous attend Bernard Berger. Bonjour Bernard, merci beaucoup de nous recevoir. Alors, TM va nous préparer une petite surprise, mais vous ne vous connaissez pas tous les deux, hein? Salut Bernard. Non, salut TM. Non, on se connaît par nos dessins, certainement. Enfin, moi, j'ai découvert effectivement dans les années 80 qu'il y avait une production de bande dessinée à La Réunion qui était assez proche de la nôtre, en fait, en Calédonie. D'accord. Alors, j'ai dit que vous étiez à Nouméa, mais je crois que vous êtes à Païta, en fait. Vous avez enseigné au lycée La Pérouse à Nouméa et vous êtes à la retraite, en tout cas, dans l'enseignement. Vous, Bernard, on vous présente, je vais me pencher pour récupérer une de vos œuvres qui était un peu plus difficile à trouver, La Brousse en folie. Et là, j'ai un exemple de La Brousse en folie, mais politique, on va dire, Le pays en deux, d'entre-deux, pardon. Tout à fait, oui. Parce qu'évidemment, quand on est calédonien et auteur de bande dessinée, les questions identitaires sont forcément à croquer par un crayon. Oui. Quand j'ai écouté votre interview, on est assez proche en fait là-dessus. C'est suite à, pour moi en tout cas, c'est suite à mon retour des études à Paris. Ou retour sur le territoire, j'ai découvert en fait que nous étions dans un milieu où ce qui est littéraire, cinématographique, théâtre, poésie, etc., était toujours en référence avec la métropole, et que nous n'avions pas vraiment de référence à ce niveau-là, et qu'il fallait faire quelque chose. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas attendre un messie, quelqu'un, et que puisque j'avais le sens critique de découvrir qu'il n'y avait pas grand-chose,
il fallait peut-être mettre la main à la pâte. Et comme j'avais fait des études d'art aussi à Paris, j'ai trouvé que la bande dessinée était un bon moyen à la fois très populaire, à la fois de l'ordre de l'intime et du collectif et de l'adhésion de chacun, pour parler de nous et pour retrouver, en fait, dans un discours qui est souvent proche des grandes questions internationales, quoi, en fait, je veux dire, sur qui on est, où on va, etc., mais ancré sur le territoire. Avec la culture calédonienne, donc la brousse en folie, on peut peut-être expliquer à nos téléspectateurs qui connaissent moins les réalités calédoniennes que vous, le mot brousse, parce qu'évidemment, quand on quitte Nouméa, on va en brousse, et les broussards. Oui, tout à fait. La Calédonie, en fait, il y a deux parties. Il y a la capitale, il y a Nouméa, qui est une capitale, on va dire, c'est la plus grande capitale française du Pacifique, quand même. Où en fait c'est une capitale assez intéressante, parce qu'on croise, comme toutes les capitales, on croise des gens du monde entier. Et puis dès qu'on quitte la capitale, c'est la brousse, avec d'où le nom, pardon, je vous coupe, d'où le nom de brousse en folie. Est-ce que le fait que la BD soit finalement pas très prolixe en quantité, en tout cas chez les BDistes calédoniens, s'explique par le fait que l'oralité, la culture orale est très prégnante dans la culture kanak, dans la culture calédonienne? Est-ce que c'est une des explications? Il y a plusieurs explications. Il y a, je crois que la BD a fait le lien entre l'oralité et l'écriture. Ça a été, en tout cas moi, quand j'ai commencé en 82, à démarrer la Bourse en folie, ça a été le plus gros, et le seul d'ailleurs, quasiment, succès littéraire en fait, parce qu'on est passé jusqu'à 9000 exemplaires vendus chaque album, pour une population. Alors, l'autre chose, c'est que nous sommes très peu nombreux, on est 300 000 habitants. 300 000 habitants, donc c'est vrai que pour un événement culturel, c'est très difficile de faire monter une chose. 9 000 exemplaires, même, enfin TM, il dit il est presque jaloux. Ah non, c'est super, c'est super. Voilà, mais en fait ça a été la révélation, parce que en fait les gens d'ici, et TM te l'a raconté, c'est vrai que la BD ici était un petit peu lue, mais il y avait beaucoup de BD, ce qu'il appelait les sous-métis, c'était pour les anciens, ils vont se rappeler, c'était les Hakim, Black le Rock, de Texton, Zambla, etc. C'était des BD très peu chers, etc., qui parlaient souvent soit du western, soit de l'Afrique, et qui était assez populaire à l'époque, c'était comme ça. Et quand la Brousse en folie est arrivée, c'était une BD, ça fonctionnait parce que c'était la première fois que, on va dire qu'un média avec un support en fait qui semblait un peu international, parlait des gens d'ici avec un langage. Alors nous n'avons pas le créole, on a une forme de langage. Si je vous dis, par exemple, pour dire bonjour, je vous dirais il est bon ou quoi. On a aussi un créole local que j'ai employé un tout petit peu, mais pas trop, parce que on est très peu, donc il y a un lecteur zozo, enfin oreilles ou zozo aussi, qu'il fallait qu'ils accrochent un peu. Et donc la Brousse en folie, c'est un mélange des deux où chacun peut se reconnaître. Donc ça veut dire que finalement, c'était un choix de faire une langue plus commune pour ouvrir le public, alors que le choix de TM était d'utiliser le créole. Ouais, par contre, si, tout à fait. Par contre, il y a eu la question de la graphie du créole qui était un peu compliquée, parce que il fallait trouver un créole qui soit lisible rapidement, parce que la bande dessinée, le problème, c'est qu'il faut lire l'image et le texte. Donc là, on a un élément plus compliqué, parce qu'il faut que ce soit vraiment très lisible tout de suite. Donc il a fallu adapter un peu le créole, quoi. Pour qu'on puisse, d'un seul coup d'œil, voir l'image et le texte. Alors, j'espère que vous nous avez préparé une petite surprise. Vous restez avec nous, Bernard. Je voudrais aussi qu'on parle des bandes dessinées qui existent dans la Caraïbe, qui sont aussi très très marquées par des questions identitaires et historiques. Et on va retrouver tout de suite un BDiste de Guadeloupe, Roland Montpierre. C'est au milieu de la forêt, avec le bruit des feuilles et le chant des oiseaux, que Roland nous a donné rendez-vous. Il adapte en bande dessinée le roman de Simone Schwarzbart, Tigeant l'horizon. Sous son crayon, les premières esquisses apparaissent. Son univers est très féminin, très riche en nature, et il y a beaucoup d'arbres, puisque le personnage principal est lié à la nature. Il vit dans la forêt,
qui chassent dans la forêt. Donc les arbres qui sont ici sont ceux que je vais dessiner. Donc je suis obligé, bien entendu, je n'ai pas le choix. Je me nourris de toute manière de ce que je vois, de ce qui m'entoure. Roland puise son inspiration dans la nature. Mais quand il démarre dans la BD dans les années 1980, l'auteur a surtout voulu mettre en avant les questions d'identité au travers de ses œuvres, comme ici sur ses planches. Quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun personnage noir dans les BD et que du coup, il a fallu que je me réfléchisse à ce que c'était pour moi être noir dans la BD. D'abord, être noir moi-même, qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de noirs, parce qu'un Antillais et un Africain n'ont pas forcément la même morphologie. Pourquoi ne l'ont-ils pas? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi sont-ils proches ou pas? Et dans sa BD, le Guadeloupéen montre une image positive de l'homme noir, sans caricature. Depuis, les sujets traités se sont diversifiés. Roland aime aujourd'hui mettre en dessin les romans d'auteurs antillais, pour surtout donner aux enfants le goût de la lecture. Moi, j'arrive sur un terrain où on me dit, tu vois, il y a une partie du travail qui a été faite, termine. C'est comme ça que je vois ça. Moi, je ne sais pas, je n'illustre pas le roman, j'ajoute quelque chose, une narration supplémentaire, comme si je faisais un film, en fait. Je dois apporter quelque chose qui doit donner aux gens l'envie de lire le roman à nouveau. Roland souhaite, à travers ses dessins, faire connaître son histoire et sa culture. À Pointe-à-Pitre, Roland a rendez-vous avec son éditeur, Florent Charbonnier. Ce directeur de Caraïbes Éditions a pris le pari de publier les BD de Roland. Roland a cette double casquette et dessinateur professionnel de bande dessinée à qui on n'a plus à expliquer le métier et d'antillais pure souche qui a vécu et qui connaît les tenants et les aboutissants. Parce qu'adapter un roman, c'est parfois très compliqué. Derrière une phrase anodine, il peut se cacher ou il peut être sous-entendu des choses que seuls les locaux comprendront. La collaboration entre les deux hommes dure depuis 10 ans. Florent, lui, regrette que le monde de la BD ne soit pas assez développé en Guadeloupe. On a de très très grands auteurs en grand nombre dans toute la Caraïbe et notamment dans la Caraïbe française. Et on a moins d'auteurs de BD. L'art, le genre éditorial bande dessinée est moins lu et moins connu aux Antilles qu'il ne peut l'être donc dans l'Hexagone ou à La Réunion. Un public antillais moins adepte de BD qui ne décourage pas pour autant Roland. Sa première adaptation en bande dessinée de Raphaël Confiant, le gouverneur d'Édé, vient tout juste de sortir. Quant au roman de Simone Schwarzbart, Tige en l'horizon, la BD est prévue pour septembre 2020. Merci à Caraïbes Éditions. La BD, encore une fois, c'est La Réunion qui tient le haut du panier. Adapter en BD un roman, c'est aussi un exercice différent auquel vous avez déjà eu accès? Non, j'ai jamais fait ce genre de choses et je trouve que c'est un peu compliqué. Enfin, je trouve ça un peu compliqué parce que je trouve que le roman tient en lui-même. Enfin, c'est un objet qui tient en lui-même. La bande dessinée, je suis pas certain que l'adaptation apporte quelque chose. Voilà. Après, je demande qu'à être convaincu, mais je suis un peu sur l'adaptation des romans. Je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion d'inviter Roland Montpierre pour voir comment finalement les romans peuvent être adaptés aussi à un autre public. J'en profite juste parce que le temps file et qu'on va arriver dans la fin de cette émission, de mettre en avant une bande dessinée qui a reçu le prix de la BD politique à France Culture, qui est une BD qui s'appelle Pays en nous et qui raconte l'histoire du Bumidum et de la politique de migration voulue par le général de Gaulle dans les années 60, Pays en nous. Très rapidement, Bernard, en une phrase, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la relève de la bande dessinée en Nouvelle-Calédonie? C'est plus difficile parce que comment dire ça, l'internet, d'autres médias ont pris le relais en fait de la BD, qui était un véhicule intéressant des années 80-90. Donc c'est un peu plus difficile actuellement. Moi-même d'ailleurs, je continue la BD, mais je ne suis mis au dessin animé. Je fais des dessins animés, voilà, je suis passé au dessin animé. Par rapport à, je pense qu'il faut s'adapter à ça. Je ne laisse pas la bande dessinée, mais je crois que la bande dessinée est un véhicule, mais on peut changer de véhicule. Ce qui est important, c'est qu'on a à dire surtout. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous montrer, oui, TM, votre dessin?
Alors j'espère qu'on voit là que notre caméra, donc la BD d'une île à l'autre, d'un océan à l'autre, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Juste qu'on est tous dans les dom-toms, à faire nos histoires dans notre coin, et puis finalement, quelque part, on raconte tous la même histoire. En fait. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre coup de crayon. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de la bande dessinée. J'espère que vous aurez plaisir à lire ou relire tous les auteurs qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Et un petit clin d'œil, évidemment, à notre ami Tiburce. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission que vous pouvez revoir sur notre site internet. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. En attendant, moi, je vais me replonger dans Quartier Western. À très bientôt.